Alors pour ceux qui n'auraient pas lu le titre de la vidéo, ou si vous l'avez mis dans une playlist et que ça lit les trucs en boucle, petit indice, il y a un petit indice de ce quoi on va parler dans le décor, voilà, je vous laisse 2 petites secondes. Voilà, et donc oui, pour les plus observateurs, vous avez remarqué, c'est de ce côté-là, le 7-2D Rêve de Dragon, et c'est bel et bien ça dont on va parler, générique. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une philosophie en vidéo. Si quelqu'un fait une vidéo... je la refais. Si j'ai envie de faire une vidéo sur un sujet, mais que quelqu'un a déjà fait une autre vidéo dessus et que je n'ai rien à rajouter à cette vidéo, bah, je vais vous mentionner cette vidéo-là parce que je ne vais pas refaire une vidéo supplémentaire. Ça ne sert à rien. Enfin, il y a assez de doublons comme ça qui ne servent à rien et du coup, je n'ai pas envie de participer à ce genre de choses. C'est un petit peu différent pour Rêve de Dragon parce que, évidemment, je vais parler de mon avis et du coup, je pense que je suis le seul à pouvoir le donner, à peu de choses près. Mais c'est surtout parce que j'ai envie de partager l'amour que j'ai pour ce jeu de rôle. Alors, il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos sur Rêve de Dragon. Il y a Rollis TV qui a fait un unboxing, je crois, du Kickstarter Rêve de Dragon qui nous est parvenu il n'y a pas si longtemps. Et c'est aussi pour ça que je profite de faire une vidéo là-dessus, parce que j'ai du bon matos et que ça vaut la peine, je trouve. Et il y a également un monsieur qui s'appelle David Boyer, qui a fait quelques vidéos sur Rêve de Dragon, qui sont des vidéos que je trouve vraiment très bien. Il y a pas mal de trucs sympas, il y a des idées également de jeux de rôle, etc. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de ce monsieur Boyer, si vous me voyez, bonjour, bravo, j'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez comme ça, je crois qu'il est à un peu moins de 300 abonnés, mais du coup, si vous aimez le jeu de rôle et surtout Rêve de Dragon, ça vaut la peine que vous connaissiez ce personnage. Je pense que ça lui fera plaisir qu'on lui fasse un peu de pub et qu'on dise que ce qu'il fait, c'est bien. Donc voilà, ce que vous faites, c'est bien, continuez. Rêve de Dragon. Je vais vous présenter un peu rapidement le matériel que j'ai reçu. Ça va être en vitesse, hein. Je vais pas faire des théories dessus. Le Kickstarter a été lancé par Scriptarium il y a 2 ans, je crois. Il y a eu pas mal de retard, mais ça valait le coup d'attendre. Alors du coup, dans le Kickstarter, qu'est-ce qu'on avait ? On a, je vais d'abord commencer par les gros. Hein. On va commencer par le gros matos. Donc, vous avez un coffret que vous avez pu voir derrière moi. Donc le coffret, il est ici, coffret de bonne qualité, hein, parce qu'il y a des coffrets qui sont pourris. Dedans, vous avez le livre de règles Rêve de Dragon, un bon pavé bien épais. J'ai également, donc j'ai connu Rêve de Dragon avec ce livre de règles là. Ça va dans le bon sens. Vous pouvez voir que il a pris un peu de poids, le livre. Hein. Alors, il a pris du poids parce que le papier n'est pas le même, mais aussi parce qu'ils ont rajouté 2-3 choses. Les règles n'ont pas changé. Rêve de Dragon est un jeu de rôle créé par Denis Guerfaux. Monsieur Guerfaux a tenu à ne pas faire de modification de règles, ou en tout cas très très légèrement. C'est tout à son honneur, et je trouve que c'est très bien. Quand vous avez un système de règles qui est bon, pourquoi changer de putain de système de règles ? J'ai en tête L5A par exemple, où ils ont fait, je crois qu'il y a la 5e qui est sortie en anglais ces temps. Mais les mecs, arrêtez, c'est pour faire de la thune que vous changez de système de règles, c'est tout. Il y a des systèmes de règles de L5A qui sont bon, voilà. Donc merci monsieur Guerfaux d'avoir tenu à ce que le système de règles ne change pas pour votre jeu. D'ailleurs, c'est votre jeu à vous. Merci de l'avoir créé. Parce que ce système est bon, est suffisant. Il y a eu des petits ajustements sur des petites choses qui, à mon avis, méritaient ces petits ajustements, mais de façon générale, le système n'a pas changé. Si vous avez connu le système V2, vous ne serez pas perdu. Il y a également quelques sorts en plus, il y a également des informations au niveau du background, notamment il y a des informations hyper cool sur les musiques, les chants, les danses, les jeux qu'on peut pratiquer. C'est des informations que vous avez peut-être pu trouver, notamment sur des aides de jeu, sur la scénariothèque, le SDEN, ou dans des casus belli, etc. Donc ce bouquin, c'est vraiment un bouquin hyper cool, les illustrations sont monstres bien, elles sont reprises. Les illustrations à l'intérieur du bouquin ont été faites par Monsieur Barthélemy, dont je vous ai montré la dédicace que j'avais reçue à Octogone. Toutes les illustrations ont été colorisées et elles sont pour la plupart bien colorisées. On peut se dire, oula, coloriser des images noir-blanc, c'est juste pour faire le fun, mais la plupart sont vraiment bien colorisées. En tout cas,
c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est un truc que je suis très content d'avoir. C'est un beau bouquin. J'ouvre sur une page au hasard. C'est un beau bouquin. Et vous avez ça actuellement. Et je vais reprendre un peu le livre V1. À l'époque, vous aviez un truc... À l'époque, vous aviez un truc comme ça. Parfois, c'est un petit peu... Ouais, voilà. Parfois, c'est un petit peu lourd à lire. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus agréable à lire. Je pense d'ailleurs que... Là, on avait 3 colonnes, que je recheck un petit peu vite fait le machin. Ouais, là, on avait 3 colonnes, et là, la plupart du temps, on en a 2. Du coup, la police d'écriture a été agrandie également, et c'est pas un mal. Donc, GG pour ce travail de refonte. Voilà, j'ai fini de les de droite à gauche. Ensuite, dans le coffret, on a aussi le magnifique écran. Cet écran magnifique qui reprend les divers dessins. Je vais y arriver. Voilà. Écran solide. C'est un peu à la mode ces temps-ci de faire des écrans qui sont assez épais. Visiblement, les maîtres de jeu sont beaucoup plus agressés que dans le temps, avec des joueurs qui leur balançaient des trucs à la tronche. Il n'y a plus de respect pour ceux qui font maître de jeu. Mais très bon écran. Et puis, vous avez aussi ceci. Ce bouquin. Seigneur. Si c'était une femme, je pense que je lui ferais l'amour si je n'étais pas déjà en couple. C'est génial. Grosso modo, c'est un recueil de scénarios. Alors déjà, vous pouvez voir le machin, il fait 400 pages, le bouquin. Recueil de scénario de Denis Guerfaux, qu'il a écrit entre les années 80 et les années 90. C'est les scénarios qui sont passés dans des casus belli, dans des chroniques oubliées, dans plein de journaux de l'époque. Du coup, c'est un super recueil parce que personnellement, je n'avais pas une collection de casus suffisamment large pour connaître tous les scénarios qui sont sortis dedans. J'en connais quelques-uns. Mais là, vous avez de quoi jouer et je trouve que ce nom Invitation au voyage, c'est tellement bien. Et il est de la même qualité que les autres. Donc, vous avez vraiment des plages en couleur. Vous avez vraiment plein de trucs. Donc, super idée de l'avoir mis dedans. Je suis absolument fan. Vous avez également des petits trucs. Je vous parlais des dés tout à l'heure. Et là, vous avez les dés. Alors, mention spéciale à 2 dés particulièrement. Le dé 12 avec les signes des heures. Et de plein d'autres choses. Et le dé... Il est où le dé 8 ? Et le dé dragon qui sert pour les hauts rêvants, pour récupérer les points de rêve, parce qu'à 4h du matin, faire un dé 8 moins 1, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Ça, c'est un super dé. C'est vraiment un super dé. Et en plus, ils sont... Alors, mention spéciale, ils sont plutôt sobres. Je trouve que le côté un peu blanc cassé comme ça est très joli. Les symboles bordeaux sont vraiment sympas. Ils sont lisibles. Putain... Quand vous faites, à toutes les personnes qui vont faire un Kickstarter ou quoi que ce soit, quand vous mettez des dés dedans, faites en sorte qu'ils soient lisibles, vos dés. Parce que les dés où on voit que dalle, et où il faut prendre 25 minutes pour essayer de voir le chiffrier dessus, vous pouvez... Donc ces dés-là sont très bien. Voilà. Le petit coup de gueule sur les sets de dés dégueulasses. Vous avez également ça, les queues de dragon. Les queues de dragon, c'est à peu près presque réservé que pour les magiciens. Sortir les cartes. Donc vous avez les cartes qui sont proprement les queues de dragon, et puis vous avez les idées fixes et les désirs lancinants. Le désir lancinant là, pardon. Qui sont des queues de dragon, mais où il faut rejeter des dés. Et je trouve que le système de cartes est vraiment une très bonne idée. Déjà, on fait sauter des jets de dés, parce que toujours jeter des dés, c'est un peu chiant. J'aime bien avoir un truc aussi physique. Pour que mes joueurs ils aient en mémoire, j'ai telle ou telle queue de dragon, je m'en souviens. Ça marche surtout très bien pour les désirs lancinants et les idées fixes qui ont une durée déterminée dans le jeu. Du coup, ça c'est une très bonne idée. Je pense que vous auriez pu pousser le truc jusqu'à faire les souffles de dragon et les têtes de dragon également. Ça aurait été parfait. Là, c'est super, mais c'est pas parfait. Mais en attendant, c'est déjà un super truc. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir justement les têtes de dragon et les souffles de dragon. Ça aurait été vraiment nickel parce que là il y a encore des jets de dés à faire, etc. Voilà, je range mon petit bouc-chou, voilà. Ensuite, il y a le tarot draconique. Alors ça, de l'avis
de Monsieur Gerfo, parce qu'il y a le petit mot dedans. C'est un truc qui ne sert à rien, mais qu'il avait super envie de faire, et que du coup ça l'a hypé, alors il l'a fait. Et je suis assez d'accord, c'est un truc qui est du coup inutile, mais indispensable, parce que c'est beau. Parce que c'est joli, parce qu'on aime ça, et parce que ça fait toujours un truc à collector supplémentaire. Donc vous avez un tarot, il y a 21 cartes de tarot. Alors, c'est pas vrai, il est pas tout à fait inutile. Vous pouvez l'utiliser pour faire des jets de chance. Vous pouvez l'utiliser si vous avez une vieille mémé dans un village qui peut vous lire l'avenir ou des trucs dans le genre. On peut l'utiliser. Hein, quand je dis qu'il est inutile, c'est pas vrai. C'est une aide de jeu. C'est une aide de jeu qui ne sera pas forcément utilisée très souvent, mais c'est une aide de jeu qui est sympa. Et ça illustre également les symboles du dragon. Moi, en tout cas, je kiffe. Autre chose que vous pouviez avoir avec le Kickstarter, alors vous avez le livret du voyageur, parce que les jeux de rôle modernes veulent absolument et systématiquement avoir un putain de livret. Pour Rêve de Dragon, c'est une excellente chose. Surtout que la plupart du temps, mes joueurs avaient quand même 4 à 5 feuilles de personnages. Enfin, donc il y avait la feuille du perso, ensuite il y avait la feuille d'équipement, la feuille d'archétype, la feuille de route. Pour les magiciens, il y avait encore la feuille de magie et la feuille d'intermédiaire du rêve, donc ça fait 6. Ça devenait beaucoup, et du coup, dans ce livret très sympa, vous avez déjà aussi ça, ça c'est une aide de jeu de la folie, les heures, parce que les heures ne sont pas tout à fait comme nous, et du coup, c'est hyper cool d'avoir visuellement les heures qui passent. Vous avez les petites aides de jeu, combat, magie, ça aussi c'est très très bien, parce que parfois c'est un peu flou, surtout quand on joue pas toujours. Et vous avez la feuille de personnage, voilà, feuille de perso. Et surtout vous avez ça. Les terres médianes du rêve en couleur, pour une fois qu'on voit clair dans ces terres médianes. Mon Dieu, c'était l'angoisse. J'ai commencé jeune, Rêve de Dragon. Du coup, quand on était jeune, ça a été compliqué de comprendre certains trucs. Mais là, du coup, ça c'est top. Donc, un très très bon livret du voyageur. Je mettrai un tout petit bémol. Il n'y a pas les allures dans le livret. Ou alors, j'ai pas tout bien regardé parce que je me suis pas forcément penché énormément dessus. Mais il n'y a pas les allures sur les feuilles de récapitulatif. Et je pense que c'est un manque. Parce que mes joueurs aimaient bien choisir leur allure de mouvement en fonction des points de fatigue qu'ils ont ou pas. Et je crois qu'il n'y a pas là-dessus. Du coup, je vais leur faire une petite impression du tableau des allures. Voilà, mais c'est le seul bémol. Hein. J'ai dit que je disais les choses bien et les choses que j'aime moins. Ça, c'est juste un petit bémol. Mais sinon, ce livret est vraiment bien foutu. Qu'est-ce que j'ai encore ? Ah bah oui, j'ai ça. J'ai ceci. Le traité de flore et de faune. Dans Rêve de Dragon. Ça, c'est typiquement le genre de bouquin que vous allez filer à vos joueurs. C'est pas une aide de jeu qui est nécessaire au jeu. Vous avez des informations dans le livre de règles, elles sont bien. Mais par contre, vous avez des super dessins pour illustrer, par exemple, certaines herbes de soins, certains champis, certains machins. Donc du coup, vos joueurs, quand vous allez leur dire, ah bah voilà, vous trouvez de l'ortigal, vous trouvez, il y a également des animaux, hein. Ils vont pouvoir chercher dedans et se dire ah bah c'est quoi, c'est ce machin, ah c'est joli, et puis vous avez une description sommaire des animaux. Dans Rêve de Dragon, il y a des compétences qui sont des connaissances, et quand vous avez 0 dans ces connaissances, donc 0 c'est pas le niveau 0, le niveau 0 c'est moins 11, mais ça c'est un rapport avec le système de jeu que je ne détaillerai pas. Mais quand vous avez niveau 0, vous êtes considéré comme ayant acquis les bases, et du coup tous les passages relatifs à botanique ou à la zoologie ou à la médecine, etc., sont trouvables là-dedans, et du coup ils peuvent avoir les informations de base sans vous être obligé. Ah mais c'est quoi, je sais pas, c'est quoi un zyglut, il y a les informations là-dedans, vous pouvez lui donner le bouquin, il cherche, et vous avez ça, vous n'êtes pas obligé de vous taper le livre de règles, ou alors de donner carrément le livre de règles à vos joueurs pour qu'ils cherchent dans le truc. Donc vraiment un bouquin excellent. Moi j'ai beaucoup aimé le parcourir, j'ai vraiment trouvé que c'était très bien. Il y avait d'autres choses encore. Oui, il y a un poster que vous voyez ici. C'est un poster. Alors, je vais pas détailler le poster. Mais le poster, donc, c'est l'illustration du devant du livre de règles.
Et évidemment, je n'ai pas pris les autres bouquins. Vous avez des livres dont vous êtes le héros, car Scriptarium publie des livres dont vous êtes le héros. C'est ces bouquins où vous allez, vous avez un paragraphe. Si vous voulez aller à droite sur le chemin, allez en paragraphe 42. Si vous voulez aller à gauche, allez en paragraphe 150. Et du coup, vous faites votre petite aventure dans votre bouquin. J'ai les 2 livres. Le premier, c'est Le Bal du Pont. Je crois que c'est ça. Le deuxième, je ne me souviens plus du nom, désolé. J'ai fait le premier, j'ai trouvé qu'il était un peu simple. Alors, bon, j'ai réussi mes jets de dés et mes machins, donc du coup j'ai peut-être aussi l'habitude de... Je sais pas, j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu simple, c'est aussi un bouquin d'initiation à ce genre de choses, donc il n'y a pas de raison pour qu'il soit hyper compliqué ou hyper retors. Non, j'ai trouvé qu'il était très agréable à lire et à faire. Je pense que je vais me le refaire une fois avant de faire le deuxième, histoire de prendre des chemins que je n'aurais pas suivis. Bref, du bon matériel, quelque chose de très joli. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ce jeu ? Tout simplement, c'est parce que je pense que c'est dans mon top 3 de mes jeux préférés. Il faudrait que je refasse une liste de mes jeux préférés, mais c'est pas impossible que ce soit même le premier. J'aime ce jeu. Ce jeu m'a vendu du rêve. Ce jeu j'ai souvent été conteur, donc maître de jeu. Le maître de jeu dans ce jeu s'appelle le conteur. J'ai souvent été le conteur et j'ai passé des moments absolument géniaux. Rêve de Dragon a cet avantage qu'il est extrêmement libre. Au niveau du background un petit peu, vous êtes dans des rêves. Il y a le multi-rêve. Et chacun de ces rêves, c'est des espèces de microcosmes, en fait. C'est des petites bulles où vous avez... Enfin, des bulles, plus ou moins grandes, où vous avez 2 villages, 3 villages qui survivent en faisant un peu d'agriculture. Au nord de ces villages, il y a la forêt de l'oubli, dont personne ne revient. Au sud, il y a la mer du désespoir, dont personne ne revient non plus, etc. Ça ne veut pas dire que les gens meurent systématiquement, mais ça veut dire que quand vous passez la frontière de la bulle... vous allez sans doute arriver dans un autre rêve, si tout se passe bien. Donc, vous passez d'une bulle à l'autre. Il y a des petits chemins, des petits trucs spéciaux. Mais les bulles n'ont pas d'interaction entre elles, ou très peu. Et vous êtes ces voyageurs-là. Le voyage est considéré comme quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'un beau jour, vous êtes parti de chez vous pour, je sais pas, aller au champ, aller vendre à la ville voisine votre farine ou n'importe quoi. Ou alors proposer vos services, etc. Et voilà que, suite à une malencontreuse déchirure du rêve, ou toute autre forme de péripétie, vous êtes tombé dans un autre rêve et vous êtes devenu ce qu'on appelle un voyageur. C'est-à-dire que comme le multivers est composé d'une infinité de rêves, le multi-rêve est composé d'une infinité de rêves, oui voilà, vous avez très peu de chances de rentrer à proprement dit chez vous. Donc vous êtes un voyageur, et c'est une espèce de... Quand vous devenez voyageur, c'est une espèce de maladie. C'est-à-dire que vous allez commencer à apprécier le voyage, vous allez commencer à avoir envie de découvrir des choses, vous allez ouvrir votre esprit un petit peu, et du coup vous allez découvrir des rêves. Et c'est dangereux d'une certaine façon, hein. On vous jette un petit peu avec ce que vous avez sur vous au moment où vous passez la déchirure, ou toute autre péripétie, mais vous pouvez très bien vous retrouver avec juste, je sais pas, votre dague et votre pantalon, au milieu d'un désert, ce qui va assez rapidement mettre fin à votre existence. Mais, comme on est dans un rêve, la fin d'une existence ne signifie pas la fin de la personne en question. Parce que vous allez vous réveiller dans un autre rêve, vous dire « Oh là là, j'ai fait un cauchemar, je suis mort dans le désert alors que j'étais en ville tout le moment d'avant. » Et vous allez reprendre votre vie et vous allez peut-être repasser. Ouais, donc c'est une infinité de mondes et de personnages. C'est quelque chose de génial. Que je trouve en tout cas absolument génial. Mais bref, donc ces petites bulles de rêve, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Alors il y en a des petites où j'ai dit il y a 3 villages, etc. Il peut même y avoir un seul village, voire rien du tout. Ou alors vous pouvez avoir des bulles beaucoup plus grandes où vous avez des cités, des royaumes, vous avez des guerres entre royaumes, etc. Donc vraiment plein de choses. J'aime également ce jeu de rôle parce que tout se passe à échelle humaine. C'est-à-dire que déjà, d'une part, il n'y a pas de dieu. Donc, exit les divinités, hormis les dragons pourraient être considérés comme des dieux, puisque c'est eux qui rêvent, et du coup, c'est eux qui créent. Mais les humains du monde rêvent aussi, et on parle d'archétype à ce moment-là, c'est-à-dire que quand vous vous endormez le soir dans votre lit, vous allez rêver d'une de vos vies antérieures, si on peut dire ça comme ça. Mais cette vie antérieure, en fait, elle prend vie à proprement parler,
Et du coup, Inception, quoi. Voilà, un rêve dans un rêve dans un rêve dans un rêve. Ah bah, Inception, c'est un très bon exemple de rêve embriqué dans un rêve. Et quand vous mourrez dans un rêve, ou quand vous tombez dans Inception, par exemple, bah, vous vous réveillez dans l'autre truc. De là à savoir qu'est-ce qui n'est plus un rêve et qu'est-ce qui est la réalité, au final... Et si tout était réalité et tout était rêve à la fois, Rêve de Dragon, c'est ça. Mais bref, du coup, il n'y a pas de Dieu. Pas à proprement parler, vous n'avez pas de religion. Donc les choses que vous allez déjà faire, c'est des choses qui vont être à un niveau très humain. J'aime bien Rêve de Dragon parce que vous pouvez vous rendre compte de ce que vous faites dans le jeu. Il y a beaucoup de compétences dans le jeu qui sont des compétences qu'on ne voit pas dans d'autres jeux. Maçonnerie, charpenterie, orfèvrerie, au final, c'est assez peu utilisé dans d'autres jeux. Et si vous les prenez parce que vous avez des points supplémentaires, je comparerais ça à Donjons et Dragons, si vous avez beaucoup de points de compétences, vous pouvez les prendre, mais il y a très peu de scénarios qui vont vous proposer de créer une cabane. Parce que, voilà. Tandis que dans Rêve de Dragon, c'est quelque chose de possible. Je prends l'exemple d'un de mes groupes de jeux qui avait un long trajet à faire en montagne. Au milieu de ce trajet, ils ont été attaqués, un des personnages est tombé malade, et il avait besoin de plusieurs jours de repos. Et du coup, durant ces jours de repos, en fait, pour le confort du groupe, le bricoleur du groupe et le bourrin du groupe, je crois, ont créé le guerrier du groupe, ont créé une cabane. Donc ils ont été scier des troncs, ils ont été aménager la cabane, ils ont fait plusieurs pièces, des dortoirs, des machins. Enfin, vraiment, un truc conséquent, c'est pas juste 2 piliers et une toile de tente. Non, vraiment, ils ont créé une cabane pour entre autres, permettre au personnage qui était malade de guérir. Personnage qui a finalement décédé de sa maladie parce qu'il a merdé des jets de constite. Voilà, ma foi, ça arrive, hein, c'est pas grave. Et du coup, en mémoire de ce personnage, avant de repartir, ils ont incinéré le personnage dans la cabane. Ça a fait tout un scénario. On a passé 2 séances à faire ça. C'est des séances qui peuvent paraître tout à fait inutiles. Hein, on va dire ça. Mais en attendant, je pense que de tout le scénario, le groupe s'est souvenu de ça. Entre autres. Le groupe s'est vraiment souvenu de ça. Ils se sont pas souvenus. Je pense qu'ils se sont pas rappelés pourquoi ils sont partis crapahuter dans la montagne. Je pense qu'ils se sont pas souvenus du scénario en soi. Ils se sont souvenus de cette petite tranche de vie. Et beaucoup de scénarios de Rêve de Dragon, pas tous, beaucoup de scénarios sont des tranches de vie. On va proposer aux joueurs une situation. Ils arrivent en bordure de forêt. Un des scénarios que j'ai fait d'initiation du livre d'initiation au voyage. Un des premiers scénarios, c'est ils arrivent en bordure de forêt, ils n'ont pas de nourriture, ils ont faim. Ils rentrent dans la forêt, ils découvrent... Bon, ils chassent un petit peu, ils découvrent une tour. Ils essaient de la visiter, ils y découvrent des dangers, des trésors et des trucs dans le genre. Et ils repartent. C'est un scénario... Vous n'avez pas sauvé le monde. Vous n'avez pas délivré une princesse en danger. Vous avez pas... Je sais pas, vous avez peut-être même pas fait de combat. Là, en tout cas, dans le groupe avec lequel j'ai joué le scénario, ils ont évité les combats. Ils ont fait une tranche de vie. Et ils ont énormément kiffé ça. Ils ont vraiment beaucoup aimé ça parce que c'est pas cette mentalité où il faut absolument avoir un objectif. Où il faut atteindre un but, atteindre un truc. Et un scénario comme ça, déjà, c'est un scénario qu'on ne peut pas rater. Et dans beaucoup de scénarios, vous ne trouvez pas le méchant, vous ne battez pas le méchant, ou le méchant tue un autre personnage. C'est un scénario que pour beaucoup, dans leur tête, c'est raté. Là, c'est un scénario où vous ne pouvez pas rater ce scénario. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Vous faites ce que vous avez envie, vous prenez du plaisir à faire ce que vous avez envie. Il y a des jets de dés pour la chasse, vous commencez à décrire un petit peu, je me cache sous un tronc et je me mets un peu de feuillage. C'est un scénario où vous allez... Vous allez... Le conteur va raconter une histoire et les joueurs vont interagir dans cette histoire sans pour autant qu'il y ait sans pour autant qu'il y ait un but forcé. On va prendre du plaisir avec ce qu'on a et on va faire des trucs plus légers que vous devez sauver le monde ou vous devez sauver tel royaume ou parce qu'au final la plupart des jeux de rôle c'est il faut sauver. Si c'est pas vos fesses, c'est déjà le royaume voisin, le monde, l'univers ou les machins. Rêve de Dragon, il n'y a pas ça. Il y a, si, bien sûr que vous avez des scénarios où il faut sauver un royaume, vous êtes engagé par un suzerain, il a des pépins et des machins, mais il y a aussi des scénarios où vous êtes engagé par un suzerain parce que
son goûter est dégueulasse et qu'il sait pas pourquoi. Et il vous demande d'aller chercher autre chose. Et voilà, c'est ça que j'aime dans Rêve de Dragon. C'est cette espèce de légèreté. Mais qui dit légèreté va certainement dire à plusieurs gens, ah ouais mais c'est pas intéressant, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de machin. Au contraire, il y en a aussi énormément. Rêve de Dragon, je vais faire encore un petit point sur le BG. Par exemple, il y a 3 âges. On est au 3e âge. Le premier âge, les dragons se réveillent et ils sont réveillés parce qu'ils faisaient des cochons. Enfin, après il y a eu des merdes, ils se sont réveillés. Du coup, le premier âge a presque carrément disparu. C'est plus un âge de contes et légendes. Il n'y a pas de matériel historique ou archéologique, en tout cas, qui prouve qu'il y a eu un premier âge, entre guillemets. Mais l'âge d'après, c'est appelé le 2e âge, donc on suppute qu'il y a eu un premier, parce que sinon c'est un peu con. Et du coup, dans le 2e âge, la magie a été extrêmement importante. On y a créé les objets magiques les plus puissants jamais créés. Les magiciens possédaient des pouvoirs que les magiciens d'aujourd'hui ne possèdent plus, etc. Mais comme la magie, ça passe par influencer le dormeur pour qu'il se passe quelque chose dans son rêve, bah du coup les dragons ils ont commencé à être très sollicités, ça a été un peu la merde, et pour justement arrêter un peu ce bordel, ils se sont réveillés. Mais ils se sont pas tous réveillés en même temps, du coup il y a des vestiges archéologiques du 2e âge, on retrouve des objets également magiques, il y en a pas mal, et on est au début du 3e âge, l'âge des voyageurs. Seulement, comme dans le 2e âge on reproche au 3e âge on reproche aux rêvants la destruction du 2e âge, si vous êtes magicien et que vous le criez sur les toits, il y a des villages où ils vont vous accueillir les bras ouverts parce que du coup vous allez pouvoir leur donner des remèdes magiques, etc. Il y a des villages où on vous aimera pas, on vous regardera un petit peu de traviole, et il y a des villages où on va vous capturer et vous mettre à poil pour vous faire bouillir dans une marmite d'eau bouillante. Ou alors d'huile bouillante. Ou des trucs encore plus fun, hein. On vous enrobe dans une panure et on vous frit. Et après les gens vous mangent parce que ça porte évidemment bonheur de manger un beignet de haut rêvant. Voilà, on est aussi dans un monde médiéval, donc parfois les gens ils sont concons. Enfin, il n'y a pas à attendre un monde médiéval pour avoir des gens concons, mais ça c'est un autre problème. Donc il peut y avoir des sujets extrêmement extrêmement durs, extrêmement sombres. Vous pouvez mourir de faim, vous pouvez mourir de maladie, vous pouvez... bien que la mort ne soit pas réellement aussi contraignante que dans un autre jeu de rôle, où là vous effacez votre perso et vous recommencez à nouveau, la mort n'est pas prise plus à la légère que dans d'autres jeux. C'est-à-dire que votre personnage n'a pas forcément conscience de se réincarner dans un... Enfin, il sait pas qu'il va se réveiller en disant « Oh là là, mon Dieu, j'ai fait un rêve ». Pour lui, sa vie, c'est sa vie, donc il n'a pas envie de mourir. Après, votre joueur sait comment ça va se passer, parce que le joueur, il connaît plein de choses méta. Mais votre personnage, lui, par contre, ne sait pas. Et donc, du coup, en jouant un petit peu sur le fait qu'il veut quand même survivre et sauver ses fesses, vous pouvez jouer avec des scénarios très intéressants. Il y a des thèmes... comme j'ai dit, les hauts rêvants, c'est une forme de racisme, mais vous pouvez avoir de la ségrégation. Il y a une race qui s'appelle c'est les Sinophérox ? Je sais plus exactement. C'est une race de chiens qui mettent en esclavage les humains, et dans les rêves où ils se trouvent, c'est la race dominante, parce qu'ils sont plus... Imaginez que les chiens prennent le pouvoir et qu'ils se mettent à utiliser leur patoune pour utiliser des épées ou des trucs ou des machins. Ils sont naturellement conçus. Les chiens, c'est pas le teckel, hein. C'est le loup apprivoisé, à peu de choses près. Donc, voilà. Donc, il peut y avoir de l'esclavage. Il y a une race qui s'appelle les groins qui aiment beaucoup les jeunes femmes humaines et du coup le viol. Voilà, on va parler de choses qui blessent. Donc le racisme, la ségrégation. Vous pouvez vraiment aborder des thèmes extrêmement durs et extrêmement d'actualité également. Tout en ayant aussi à côté ces petites plages de vie sympathiques. Et dans ces thèmes extrêmement durs et extrêmement dramatiques, je trouve qu'ils prennent une ampleur qui prennent plus d'ampleur justement parce que tout est reporté à un niveau humain, à un niveau personnage. Comme je l'ai dit, vous n'allez pas sauver le monde, un royaume, un rêve, ou pas souvent en tout cas, ou en rêve, parce que ça c'est des choses qui sont complètement abstraites. Lever une armée de 25 000 personnes, à part les chefs d'État et autres, on se rend pas compte, nous, simples humains, entre guillemets, ce que ça fait d'avoir 25 000 personnes sous ses ordres. Tandis que construire une maison, ou même des trucs à la con, faire la vaisselle, ou faire à manger pour le repas du soir, ou simplement avoir faim, c'est des choses qui nous parlent. Et du coup, quand on aborde des sujets
Mettons que on prend une situation, un peuple a servi un autre et exécute 10 000 personnes. Exécute 10 000 personnes, voilà, pour des raisons X ou Y. Bah, on sait, c'est horrible, c'est 10 000 personnes, c'est 10 000 vies qui meurent, etc. Mais dans nos têtes, à moins d'avoir vécu la situation, on ne se rend pas vraiment compte de ça. Tandis que dans Rêve de Dragon, comme les choses sont plus proches, vous n'allez pas exécuter 10 000 personnes, mais un village prend en otage le village où se trouvent les voyageurs, et dans ce village, ils vont exécuter juste 5 personnes pour montrer qui sont les boss. Si vous avez bien posé le scénario, ces 5 personnes, c'est des personnes qui seront un peu connues des voyageurs, ou ce sera des personnes beaucoup plus proches. Donc le drame prend une ampleur, enfin le drame est plus petit en l'absolu, mais prend une ampleur beaucoup plus grande pour les personnes parce qu'ils sont beaucoup plus impliqués, parce que c'est un niveau beaucoup plus humain. Voilà, j'espère que ma description a été claire. Et c'est quelque chose que j'aime énormément dans Rêve de Dragon, c'est ce côté justement humain, où les choses nous parlent beaucoup plus parce qu'elles sont beaucoup plus à notre échelle, tout simplement. J'ai fait d'autres scénarios, notamment le deuxième scénario du livre de règles, qui s'appelle Pleure pas Ninette. Je suis absolument persuadé que les joueurs qui ont joué ce scénario, je l'ai joué plusieurs fois, donc voilà, se souviennent de Ninette et des cerises. Le reste, je suis absolument persuadé qu'ils ne s'en rappellent pas. Et pour en avoir discuté avec des joueurs, effectivement, Polychrome, c'est qui, le nom du village, du bled et des machins, même l'élément déclencheur du scénario, ils s'en rappellent pas. Ils se souviennent d'un trip que les joueurs ont fait avec des cerises et de Ninette parce qu'elle les a accompagnés après dans leur quête pendant un temps. C'est tout. C'est des choses. On va se rappeler de choses au niveau humain. J'ai fait un scénario où j'étais joueur, par exemple à Donjon, où on allait été botter le cul à Démogorgon. Voilà, je sais juste que j'ai pas été là tout à la fin, mais j'ai arrêté avant, pour X raisons. Mais je sais juste qu'on allait botter le cul à Démogorgon. Le reste du scénario, mais complètement, mais... Tandis que vous me parlez de Rêve de Dragon, les passages où j'ai joué, c'est des choses qui sont beaucoup plus proches, donc ça nous marque beaucoup plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans ce jeu. On peut faire du proche avec tous les jeux de rôle. Le jeu de rôle, au final, c'est le maître de jeu qui va choisir comment il va gérer sa campagne. En discutant avec ses joueurs, il va essayer de voir qu'est-ce que les joueurs attendent du jeu de rôle en soi. Donc, c'est quelque chose d'important à faire. Mais Rêve de Dragon va nous aider à faire ça avec aussi des petites compétences, justement cuisine, orfèvrerie, maçonnerie, charpenterie. Des petites compétences qu'on n'aura pas l'habitude de voir, mais que si vos personnages mettez des points dedans, enfin vos joueurs mettez des points dedans, ils vont avoir envie de l'utiliser. Et le système des points de tâche et des points d'études, etc. est créé justement pour pouvoir les utiliser. Justement, la création d'une hutte, enfin d'une cabane. Le maître de jeu, le compteur détermine un nombre de points de tâche, détermine le temps entre chaque jet de dés pour déterminer s'ils ont réussi des tâches ou pas. Et voilà, c'est tout. Et vous voyez vraiment l'évolution des choses se faire. Il y avait également, ils voulaient construire un bateau une fois, mes joueurs. Ils ont réussi à moitié parce qu'en fait ils sont merdés sur le dernier truc, du coup le bateau avait une fuite, enfin il y avait plein de petites péripéties. Et c'est des choses qui font partie de ces tranches de vie. Tout simplement des choses qui sont proches de nous et où on peut s'immerger dedans complètement sans avoir forcément des choses hyper abstraites ou des gens ne comprennent pas certains concepts ou des choses de genre, où du coup vous déconnectez. C'est comme dans un film, à partir du moment où il se passe un truc et que ça vous sort du film, revenir dedans c'est difficile, vous aurez vu le film, vous connaîtrez le film, mais vous ne le vivrez plus. Et du coup je trouve que Rêve de Dragon est très immersif et c'est pour ça que j'aime énormément ce jeu. C'est parce que l'immersion elle est facile aussi. On va pas se mentir. L'immersion elle est facile, elle nous pousse à entrer dedans, tandis qu'il y a pas mal d'autres jeux où l'immersion c'est plus dur, c'est plus long, et vous en sortez souvent plus facilement aussi, notamment souvent quand vous avez, comme dans tout jeu de rôle, il y a régulièrement des combats. Le combat a tendance à faire sortir les joueurs de l'immersion, parce que du coup ils vont raisonner en stratégie, en tactique, et plus en
personnage en tant que tel. Et donc du coup, il faut arriver après à replonger le personnage dans l'immersion. C'est des choses qui sont plus faciles, je trouve, dans Rêve de Dragon que dans d'autres jeux de rôle. Le monde me vend du rêve. Rêve de voilà. Tout simplement aussi parce que vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Le monde de base proposé par Monsieur Gerfo est un monde médiéval fantastique, mais rien n'empêche d'imaginer des dragons qui feraient des rêves sous LSD, et du coup vous avez des trucs psychédéliques, ou alors simplement des rêves futuristes, vous avez des fusils, des trucs, des machins. Ça permet également, si vous avez, moi par exemple, à Rêve de Dragon, cette version-là, j'ai pas refait les personnages pour tous mes joueurs, mais je sais que j'ai plus d'une quinzaine de joueurs à Rêve de Dragon, et régulièrement, en fait, ce qui se passait avant, c'est que je proposais à mes joueurs, voilà, j'ai envie de faire un Rêve de Dragon, il y a 5 places, les 5 premiers qui me répondaient, ils venaient, on faisait un scénario, un bout de scénario, et puis du coup, parfois, les groupes se mixaient. Et c'est tout à fait faisable dans Rêve de Dragon, puisque le système d'XP n'est pas un système de classe, où vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, vous avez des XP dans certaines compétences et autres, mais un joueur qui aurait beaucoup joué parce qu'il aurait eu beaucoup de temps ne va pas accaparer, ne va pas tout faire par rapport à un joueur, je sais pas, prenons encore une fois Donjons et Dragons. Un joueur niveau 15, il va pas jouer avec un joueur niveau 5. C'est assez compliqué et je pense que le joueur niveau 5 peut se sentir extrêmement frustré. Ou alors les joueurs sont au courant de comment ça se passe, mais c'est beaucoup plus difficile qu'à Rêve de Dragon, où un joueur qui aura fait 15 scénarios de plus que l'autre, ça va se sentir, mais ça va se sentir un petit peu. Ça va pas se sentir énormément. Tandis qu'entre un joueur niveau 15 et un joueur niveau 5, ça va être un peu compliqué. Et du coup, vous pouvez mixer les groupes. De même que si vous avez plusieurs maîtres de jeu, il n'y a aucun souci à mixer les groupes, etc. Il y aura juste des ajustements à faire en fonction des objets récupérés, ou de l'argent, ou des trucs dans le genre, mais globalement, ça se passe assez bien. Et c'est ça que j'aime, c'est que vous pouvez vraiment mixer les groupes. Après, il y a les scénarios que certains ont fait, d'autres pas, donc il faut juste regarder à ça pour éviter d'avoir à refaire le scénario. Mais à part ça, je trouve que c'est un jeu de rôle qui je trouve facile. Voilà, je l'aime aussi pour sa facilité. Je l'aime pour le rêve qu'il me vend, pour ces petites tranches de vie, ce côté humain, le partage que je peux avoir avec mes joueurs. Jouer à un jeu de rôle, c'est comme jouer à un jeu de figurines, hein. Vous jouez avec votre adversaire, jouer contre, c'est pas ma philosophie, c'est pas mon envie. Du coup, quand je joue à Rêve de Dragon, ou au jeu de rôle de façon générale, bien que je joue des ennemis qui leur veulent du mal, hein, mais j'essaie quand même de jouer avec mes joueurs et pas contre mes joueurs, parce que ça n'a aucun intérêt. Si je décide de tous les faire mourir d'une crise cardiaque, j'ai pas besoin de faire une séance, hein. Je peux leur envoyer un texto, puis ça va aussi. Mais du coup, voilà, c'est un jeu que j'aime, tout simplement, parce qu'il y a tout ça, parce qu'il y a ce côté, parce que tous les côtés que j'ai cités. Au niveau des ambiances qu'on peut donner, c'est évidemment à vous de choisir quelle ambiance vous voulez donner. Moi, j'aime bien les ambiances musicales avec un thème global, c'est-à-dire que Rêve de Dragon, par exemple, j'aime bien utiliser la musique du jeu vidéo Suikoden, parce que c'est un jeu que j'ai apprécié, que j'ai aimé jouer, et que je retrouve dans certaines musiques justement ce côté de voyager, découvrir des choses, etc. Et j'ai trouvé que c'était bien. Alors surtout Suikoden 2, où j'ai récupéré pas mal de musique, et comme j'aime bien avoir une espèce de cohérence musicale, j'utilise que des musiques de Suikoden. Après, libre à vous de trouver des musiques de films ou des musiques de jeux que vous aimez et qui vous inspirent pour Rêve de Dragon, et donner votre petite touche à vous. Mais je pense que c'est important pour un conteur d'avoir sa petite touche perso. Donc voilà, au niveau des musiques, ce que je peux vous conseiller. Essayez de trouver quelque chose qui donne envie. Comment on va dire ça ? Essayez de trouver quelque chose d'assez léger. Pas forcément des thèmes lourds et profonds, bien qu'il en faille de temps en temps, et qui peuvent être utilisés en boucle sans pour autant devenir vite saoulants, et qui permettraient d'avoir envie de voyager, de bouger, de découvrir des choses. Je pense notamment aussi, les Elder Scrolls sont pas mal pour ça, bien que certaines musiques en boucle deviennent très entêtantes et on a envie de fracasser tout le monde, mais c'est aussi des musiques que je pense que je pourrais utiliser pour Rêve de Dragon.
Au niveau des ouvrages qui peuvent vous inspirer un peu, moi j'aime bien, de façon générale, j'aime beaucoup Terry Pratchett. Hein, les Annales du Disque Monde et ce qu'il a fait à côté. Monsieur Pratchett, de là où vous vous trouvez, j'espère que vous recevrez mon petit message que je vous aime et que je pense que quand j'aurai fini de lire tous vos ouvrages, ça va être un grand vide. Mais j'aime aussi beaucoup le côté un peu absurde dans certaines situations. Rêve de dragon, je l'ai dit, parfois vous allez être engagé par un souverain qui va juste vous demander d'aller chercher, je sais pas, des fraises en plein hiver. C'est une situation un peu absurde. Et le côté de l'écriture de Terry Pratchett, il y a souvent des situations qui paraissent absurdes, mais qui ont un fond beaucoup plus profond que ce qui paraît au premier abord. Et j'aime énormément jouer là-dessus aussi dans Rêve de dragon. Surtout que pour aller chercher des fraises en plein hiver, bah vous pouvez changer de rêve, mais après il faut réussir à revenir dans le rêve. Donc il y a des quêtes sous-jacentes, il y a plein de réflexions possibles. Et justement j'aime énormément ça, donc ça m'inspire. Terry Pratchett m'inspire beaucoup quand je masterise Rêve de dragon et que je dois créer des scénarios. Je trouve que c'est très intéressant. Et les noms de ces personnages sont toujours très... La traduction est excellente aussi. Donc voilà. Ça marche très bien. Au niveau de films que je peux vous conseiller, bah il y avait Inception. Vous avez le rêve dans le rêve dans le rêve. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas. Comment les rêves influent d'autres. Enfin, comment le rêve influe le rêveur également. Ça peut être intéressant. Après, dans les autres films, Rêve de dragon est tellement vaste qu'au final, tout film médiéval fantastique peut vous donner des idées. Tout film, au final, peut vous donner des idées sur un scénario ou sur un truc. Donc j'aurais beaucoup de mal à vous conseiller vraiment des films. Mais je pense qu'Inception peut être bien pour comprendre aussi le système de magie, c'est-à-dire que vous allez aller dans le rêve, enfin vous êtes des acteurs des rêves que rêvent les dragons. Mais quels sont les changements que vous pouvez opérer dans ce rêve pour que le dragon réagisse et fasse quelque chose que vous voulez. Ça peut être très intéressant à regarder de nouveau avec cette vision Rêve de dragon. Je ne sais pas que dire d'autre. Ouais, voilà. Donc, si vous écoutez ce podcast, parce que oui, c'est un podcast avec ma tronche sur votre écran, ça change pas grand-chose. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou sur le Facebook de Carnet de Guerre. Qu'est-ce que vous auriez aimé que j'aborde comme sujet ? Qu'est-ce qui vous paraissait intéressant et que je n'ai pas abordé ? J'ai volontairement pas abordé beaucoup de background parce que justement David Boyer en a parlé un petit peu. Et j'ai pas abordé les règles parce que je crois que Rollist TV et également David Boyer en parle. Donc je ne vais pas alourdir le sujet, c'est pas le but. Et je trouve que parler du background un petit peu, c'est intéressant, mais trop parler, ça va vous faire perdre un petit peu ce côté découverte qui est très important pour moi dans Rêve de dragon en tout cas. Donc je vais pas forcément vous en parler énormément. Surtout, comme dit, le multi-rêve, il peut y avoir n'importe quoi, donc pourquoi pas. Je vais parler un petit peu de Scriptarium. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, je vous l'aurais dit au début de la vidéo. Tout simplement parce que c'est eux qui ont réédité Rêve de dragon... V2. C'est une boîte qui édite plusieurs jeux de rôle, notamment Loup Solitaire, je crois, et j'ai un blanc sur le dernier, je sais plus. Sur un que je voulais vous parler, mais voilà, ça me reviendra une fois. Pour l'instant, les ouvrages ne sont encore pas disponibles en boutique et en téléchargement. Seigneur, c'est tout. Et en PDF, mais il ne devrait pas tarder, donc si vous n'avez pas participé au Kickstarter et que vous voulez vous procurer Rêve de dragon, ce sera possible, ne vous en faites pas. Je relis ma petite liste des trucs, des mots-clés là, mais non, j'ai parlé un peu de tout, donc du coup c'est parfait. Oui, on est quand même à 45 minutes de vidéo, hein, je vais peut-être pas m'étendre encore là-dessus. Mais bref, Rêve de dragon, un jeu de rôle qui me tient énormément à cœur. À chaque fois que je planifie une séance, ça me rend joyeux, donc c'est que c'est bon signe. Comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sous la vidéo ou sur le Facebook de Carnet de Guerre. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. N'hésitez pas à critiquer la vidéo également. Ça c'est très important pour moi parce que comme c'est la première d'une série sur le jeu de rôle, si je peux m'améliorer, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à dire j'aurais
bien aimé que tu parles un peu plus de ci, j'aurais bien aimé que tu parles un peu plus de ça, j'aurais bien aimé savoir d'autres choses. Donc vraiment, très important pour moi que vous me donniez votre avis. Vous pouvez aussi me dire, j'ai aimé que tu aies parlé de ci et que j'ai aimé que tu aies parlé de ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire que ce qui ne vous a pas plu. Une critique, c'est positif et négatif. Donc voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez été intéressé à faire du rêve de dragon. Personnellement, je serais assez intéressé à faire du rêve de dragon aussi, mais ça, il faudrait que j'apprenne à utiliser Roll20 ou des programmes dans ce goût-là. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient intéressés à tester, mais qui n'ont pas forcément une table de jeu dans les environs de chez eux. Et je comprends la difficulté que c'est de trouver des rôlistes. Parfois, c'est pas facile. Il y a pas mal de sites qui regroupent les groupes de rôlistes, ou en tout cas les adresses où vous pouvez trouver des gens. Il y a également des conventions où vous pouvez jouer, etc. Mais je comprends la difficulté. Et l'outil informatique est un outil merveilleux qu'on peut utiliser pour justement discuter avec des gens qui sont très loin. Je vous avertirai si une fois je fais quelque chose sur Roll20, il faut que j'apprenne. Et là actuellement j'ai pas ni l'envie ni le temps. Donc voilà. Si quelqu'un par contre veut se lancer dans Rêve de Dragon via Roll20, il peut me tenir au courant. Moi je suis toujours intéressé à tester et à faire du jeu de rôle. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et d'ici à la prochaine fois, et bien comme d'habitude, que les dés soient avec vous.